Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous verrons comment les militants écologistes allemands ont accueilli le train de la polémique en provenance de Normandie. 123 tonnes de déchets radioactifs, 14 wagons et une colère verte. Nous irons sur place dans un instant. Le 8e rendez-vous contre la réforme des retraites, moins de monde dans les cortèges et des divergences entre les leaders syndicaux. Une page est-elle en train de se tourner dans ce conflit? Certains veulent poursuivre la mobilisation, d'autres évoquent aujourd'hui un gâchis. Nous ne sommes pas à Force ouvrière, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, pour la stratégie de l'épuisement. La fin de la visite du président Hu Jintao avec à la clé un bilan économique positif selon Christine Lagarde. L'occasion ce soir de découvrir que l'enseignement du chinois s'éveille en France, au collège, au lycée et dans les écoles de commerce. Notre enquête ce samedi sur les arnaques à l'amour. Tout commence par des rencontres via Internet et tout finit par des détournements de sommes d'argent impressionnantes. Des escroqueries qui représentent rien qu'en France 230 millions d'euros par an. Le sport ce samedi et la bataille a bel et bien lieu sur la route du Rhum à l'approche de la Guadeloupe. Un trio en tête, Thomas Coville, Francis Joyon. Mais le leader ce soir, c'est toujours Franck Camas. On essaye de se positionner, mais ça va être tordu jusqu'au bout. Enfin, nous retrouverons à la fin de ce journal une demoiselle. Lynn Renaud est notre invitée. Quand elle ne travaille pas, elle s'ennuie. Quand on ne la voit pas, elle nous manque. Voici son retour à la chanson après des années d'absence. Elle nous racontera tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité ce soir. Merci d'être avec nous. Et on commence donc par ce convoi qui est parti, je vous le rappelle, hier de Normandie. Un train qui transporte 123 tonnes de déchets radioactifs et qui a franchi la frontière allemande en milieu de journée. Avec un nouvel arrêt forcé à Kiel ce soir suite à l'action de militants anti-nucléaires. Un convoi qui est également attendu par des milliers de militants à son arrivée à Gorleben. Voyons tout de suite quelle est l'atmosphère sur place. Reportage Arnaud Boutet et Nicolas Ducrot. Capuche sur la tête, visage masqué, ils veulent en découdre. Au milieu d'un champ, les policiers encerclés observent puis reculent. Les manifestants ont le dernier mot, pas d'altercation. À quelques centaines de mètres, changement de décor. Canon à eau, barbelé, personne ne passe. La voie ferrée surprotégée impressionne les antinucléaires. C'est même décourageant. Tous ces policiers, il est évident qu'on ne peut rien faire. De toute façon, il est trop tôt. Le train Castor n'est pas encore là. Au terminus, les fourgons de police se tiennent prêts. Ils doivent escorter les camions. Dernier kilomètre par la route. Peut-être demain, personne ne sait. Des dizaines de milliers de personnes veulent arrêter Castor, le train de déchets. C'est la plus grosse mobilisation depuis 30 ans, avec toutes les générations. Et pour les plus anciens, ce combat d'une vie n'est pas terminé. Est-ce que vous êtes fatigué de résister? Non. J'ai plus de 70 ans, mais je n'ai pas fatigué. Et c'est plus nécessaire que dans les ans passés. Il y a 30 ans, j'étais déjà ici. Et si jamais c'est nécessaire, l'année prochaine, je serai là aussi. Depuis les années 80, Gorleben stocke une grande partie des déchets allemands, mais la région ne veut plus servir de poubelle nucléaire. Et on retrouve notre correspondant en Allemagne. Bonsoir Arnaud Boutet. Vous êtes donc à Gorleben, c'est là-bas que le train doit arriver demain. Bonsoir. On en parlait ensemble hier soir. La question du nucléaire est toujours aussi sensible outre-Rhin. Alors que va-t-il se passer dans les heures à venir? Eh bien, première information, le train roule, ça y est, il circule. Après un arrêt à Kiel, près de la frontière, il est reparti. On ne sait pas où il se trouve exactement, mais selon la police, il pourrait arriver demain presque à l'heure prévue. Bien sûr, tout dépend des derniers kilomètres. Alors ensuite, les déchets seront acheminés par la route vers un site de stockage situé non loin d'ici, à Gorleben, dans la forêt. Et figurez-vous, si les manifestants ne parviennent pas à bloquer le train, certains envisagent déjà de bloquer la route. Il y aurait quelques 600 tracteurs mobilisés ici dans la région. Le gouvernement commence à s'inquiéter. Angela Merkel a dit aujourd'hui qu'elle appelait au calme alors que le train n'est même pas encore arrivé.
Arnaud Boutet en direct de Gorleben et à demain Arnaud. En France, l'actualité du jour, c'est bien sûr cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Comme le craignaient certains syndicats, en région comme à Paris, le mouvement s'essouffle. On regarde les chiffres, avec une fois encore une amplitude importante côté syndicat. On avance plus d'1 million de manifestants pour le ministère de l'Intérieur. Ils étaient près de 400 000. Avant d'écouter les leaders syndicaux, d'abord, parole de manifestants. Ils ont parfois bravé la pluie. Propos recueillis à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Romain Boutilly, Tatiana Daligo et nos bureaux en région. Si on n'est pas dans la rue, on va juste râler chez nous à dire qu'on n'est pas d'accord et ça ne va pas avancer grand-chose. Donc autant être là et montrer qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas du tout résigné, vous? Ah non, pas du tout. J'ai une tête de résigné, honnêtement. La réforme, d'accord, a été votée, mais c'est important de savoir qu'on peut encore faire quelque chose et que le décret n'est toujours pas passé. On voit que nos ministres et notre président n'ont pas l'habitude, ne connaissent pas le monde du travail. Et le travail, c'est pénible. Moi, je m'occupe d'adultes handicapés, autistes. Je ne peux pas m'en occuper jusqu'à 67 ans. C'est impossible. C'est impossible. Vous nous demandez de crever au boulot. La suite, elle me fait peur. Donc, le mot d'ordre, c'est, je dirais, je donne rendez-vous à tout le monde au niveau des urnes. C'est là que ça va jouer maintenant. 2012 2012, tout à fait, on est bien d'accord. Alors, doit-on parler de fissures, de fractures au sein de l'unité syndicale? En tout cas, le discours, vous allez le voir, n'est plus tout à fait le même selon les organisations. Le point sur la parole des uns et des autres avec Jean-Paul Chapelle et Mourad Bouretima. Quand on leur demande si le front syndical se fissure, les leaders ne cachent pas leur agacement. Il est plutôt joyeux, content d'être réunis, unitaire. Le front syndical, c'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit, pas tout à fait. Comme on peut le voir sur cette image, François Chérec et Bernard Thibault ne sont plus vraiment coude à coude. Et quand il s'agit d'expliquer sa position, chaque syndicat préfère s'exprimer dans son coin. Nous proposons de continuer tant qu'il n'y aura pas de négociation sur ce sujet-là avec le gouvernement. C'est tout à fait clair dans notre esprit. Et nous continuerons aussi longtemps qu'il faudra continuer. Mais quoi, jusqu'en 2012? Mais nous espérons bien avant être entendus, puisque je vous l'ai dit, les mauvaises mesures s'appliquent à partir du 1er juillet 2011. La CGT veut aller jusqu'au bout sur les retraites. La CFDT préfère s'ouvrir à d'autres négociations sur l'emploi des jeunes et des seniors. Force ouvrière montre des signes de lassitude. Il y a des dissensions entre les syndicats, tout le monde le sait, hein, c'est pas la peine de se le cacher. Moi je ne suis pas partisan de la langue de bois. Elles ont lieu sur les positions et elles ont lieu aussi, et c'est de plus en plus visible, sur les modalités d'action. Donc nous ne sommes pas à Force ouvrière, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, pour la stratégie de l'épuisement. Y compris par respect pour tous les salariés qui ont fait grève, on ne va pas les emmener dans des manifestations jusqu'à Noël en disant celle de Noël sera gratuite. Les syndicats sont unanimes en tout cas sur un constat. La mobilisation a été en baisse aujourd'hui par rapport à la précédente journée d'action. Côté politique maintenant, écoutons Martine Aubry, la première secrétaire du Parti Socialiste, était à Lille. Réponse du gouvernement par la voix de son porte-parole, Luc Châtel. La bataille des retraites, elle n'est pas terminée par définition. Parce que même si on promulgue une loi, c'est la loi de la République, ça n'empêche pas qu'elle sera toujours aussi injuste. Et que les Français continueront à dire, Monsieur le Président, vous n'êtes pas quitte. Nous resterons aux côtés des organisations syndicales comme nous l'avons toujours été. Bien sûr, après la promulgation de la loi, les manifestations seront sans doute d'une autre nature, mais il faudra continuer à dire au président de la République qu'on ne prend pas des décisions de cette nature contre les Français. Le mouvement est clairement en recul par rapport aux fois précédentes. Je pense que progressivement, la réforme est entrée dans les esprits des Français. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui reconnaissent que cette réforme des retraites, elle est inéluctable. Je pense qu'en 2012, les Français ils regarderont qui a été à la hauteur et qui n'a pas été à la hauteur, qui a été au rendez-vous et qui n'a pas été au rendez-vous. Ce gouvernement, le président de la République, ils ont été au rendez-vous pour sauver notre pacte social. Voilà pour cette 8e journée de mobilisation. L'intersyndicale, je vous le rappelle, s'est donné rendez-vous lundi pour décider de la suite à donner au mouvement. À l'étranger maintenant, l'ouragan Thomas s'est éloigné d'Haïti. Il a échappé au pire, mais les conditions de vie sur place restent extrêmement précaires. À Port-au-Prince, ils sont toujours des centaines de milliers de réfugiés à vivre les uns sur les autres dans des camps mis en place depuis le séisme de janvier dernier. Philippe Rochaud. Les rues de Port-au-Prince transformées en rivière au lendemain du passage de l'ouragan Thomas. Mais la catastrophe n'a pas eu l'ampleur redoutée. 7 morts alors qu'on attendait des centaines de victimes à cause des glissements de terrain. La tempête est venue frapper une population vulnérable. Le million de réfugiés du tremblement de terre de janvier
qui n'avaient rien pour s'abriter à part des tentes ou de la tôle. Je ne me sens guère mieux après la tempête, car la tente où j'habite n'est pas un bon endroit pour vivre. L'ouragan Thomas a quitté Haïti, mais les rues de la capitale sont devenues de vastes égouts à ciel ouvert qui favorisent le développement du choléra. Plus de 400 morts et 6000 personnes touchées par l'épidémie. Ce matin à Port-au-Prince, on distribuait de l'eau potable et des kits d'hygiène à la population. Mais les habitants des quartiers sinistrés cherchaient surtout à évacuer leurs maisons inondées. Le pape Benoît XVI est en visite en Espagne. Il est arrivé ce matin à Saint-Jacques-de-Compostelle où des milliers de fidèles l'ont accueilli. Et ce soir, il est attendu à Barcelone. On retrouve sur place Philippe Visserias qui suit Benoît XVI dans tous ses déplacements. Bonsoir Philippe. Alors que faut-il retenir de ce voyage? Des symboles, mais aussi on a vraiment l'impression que Benoît XVI est en mission en terre espagnole. Effectivement, dans ce voyage, tout a valeur de symbole. Benoît XVI, par exemple, aujourd'hui, a choisi Saint-Jacques-de-Compostelle comme première étape de ce voyage en Espagne. C'est un haut lieu de pèlerinage en Europe depuis le Moyen-Âge. C'était donc l'endroit idéal pour rappeler aux Espagnols leurs racines chrétiennes. Parce que, selon le Vatican, eh bien, comme tant d'autres pays européens, l'Espagne est en train d'oublier ses traditions. Alors, les Espagnols se déclarent encore majoritairement catholiques, mais ils vont de moins en moins souvent à la messe. Et ces dernières années, eh bien, l'Espagne a légalisé le mariage homosexuel, par exemple, ou a libéralisé l'avortement. Alors, vous l'avez dit, pour Benoît XVI, nous sommes presque en terre de mission et le pape l'a répété encore aujourd'hui, l'Europe doit s'ouvrir, l'Europe et l'Espagne doivent s'ouvrir à Dieu. C'est un message qu'il aura l'occasion de dire demain à nouveau ici à Barcelone, dans la cathédrale de la Sagrada Familia que vous voyez derrière moi, en présence du roi et de la reine d'Espagne. Benoît XVI va consacrer cette cathédrale, c'est-à-dire qu'il va y célébrer la première messe de son histoire, alors que cette œuvre monumentale, unique au monde, est en travaux, Laurent, depuis 128 ans. Merci Philippe et à demain. On reste à l'étranger avec notre grand format ce soir. Demain, eh bien, se déroulera en Birmanie le premier scrutin depuis 20 ans. Un scrutin cependant verrouillé, organisé par la junte au pouvoir. Il faut se souvenir qu'en 1990, c'est le parti d'Aung San Suu Kyi qui avait remporté le scrutin. Mais les généraux, eux, décideront d'annuler l'élection et l'opposante est toujours, vous le savez, assignée à résidence. À l'époque, une ville, Bagan, avait très largement soutenu l'opposition. En réponse, la junte, vous allez le voir, a tout simplement choisi d'expulser les habitants d'un endroit magique. C'est cette histoire que nous racontent ce soir Alain de Chalvron et Sylvain Mélan. C'est beau à couper le souffle. Le site de Bagan en Birmanie, avec ses 2500 pagodes des 11e, 12e et 13e siècles, provoque un véritable choc esthétique et une émotion profonde. Il mériterait bien d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y fut inscrit effectivement, puis rayé. C'est que l'ancienne capitale birmane a été le théâtre d'une de ces vilaines histoires qui jalonnent les 50 années de dictature militaire. Ici, il y avait plein de maisons. La nôtre se trouvait derrière cette pagode. Maintenant, nous habitons là-bas, à New Bagan. La famille de cette petite vendeuse de souvenirs faisait partie des 6 ou 7 000 habitants de la ville de Bagan abrités derrière ces murs. Seulement voilà, en mars 90, des élections sont organisées en Birmanie. Aung San Suu Kyi rafle 81% des sièges et Bagan lui offre un de ses meilleurs scores. Les généraux décident alors d'annuler les élections et d'infliger une brutale sanction à l'ancienne capitale. Elle devra être évacuée par tous ses habitants, et vite fait. Après les élections, on nous a dit qu'il fallait partir dans les 15 jours, au plus 3 semaines. Mais personne ne voulait partir. Alors on a supprimé le marché, puis l'électricité, puis l'eau. Et on a été obligé de déménager. Des barbelés sont installés tout autour de la vieille ville alors que les bulldozers s'activent. Les expulsés reçoivent un bout de terrain à quelques kilomètres de là, dans ce qui est devenu New Bagan, 10 plaques de tôle ondulée, 10 sacs de ciment et une indemnité royale de 3 €. La plupart des gens ne savaient pas construire une maison. On est donc resté dans des sortes de huttes. Moi-même, je n'ai pu construire une maison qu'après 8 ans. L'excuse, compréhensible, est de dégager les pagodes des habitations qui les entourent et de laisser le champ libre aux archéologues. Seulement, les fouilles n'ont guère avancé. On a construit une réplique kitsch du palais royal et les hôtels ont pu s'agrandir. Alors, outre la punition, les militaires avaient-ils une autre motivation?
Le régime militaire voulait prendre le pouvoir sur Bagan en raison de l'importance de Bagan dans notre histoire. C'était le siège de la capitale de notre premier empire. Le leader de la junte voulait ainsi apparaître comme le fondateur d'une nouvelle dynastie. 20 ans après, les habitants de Bagan n'ont pas oublié, mais ils tiennent leur petite revanche. Dans cette pagode, dite d'Ananda, une des plus belles, il y a un Bouddha gigantesque et malicieux. Si l'on se met un peu loin, il vous sourit. Si on avance, il vous jette un regard plein de reproches. C'est la place qu'on réserve aux militaires. L'histoire a beau avoir une vingtaine d'années, les Birmans ne l'ont pas oublié justement parce que cela touche un des sites les plus symboliques, les plus sacrés du pays. Cela ne risque pas de se reproduire cette année puisque aussi bien la dame de Rangoon, on pourrait l'appeler la prisonnière de Rangoon, n'a pas eu le droit de se présenter. Bagan en Birmanie avec Alain de Challeron. Le président chinois Hu Jintao a quitté la France ce midi pour prendre la direction du Portugal. Lors d'une visite ce matin à Nice, la ministre de l'économie Christine Lagarde s'est dite satisfaite des résultats économiques de cette rencontre, évoquant un partenariat efficace. La Chine qui est donc devenue, on le sait, incontournable aujourd'hui. Résultat en France, l'enseignement du chinois connaît un essor sans précédent. C'est le cas au collège, au lycée et dans les écoles de commerce. Mais sommes-nous réellement prêts à répondre à cet engouement? La réponse avec Anne-Charlotte Inet et Frédéric Bazir. Ils ont 10, 11 ans à peine. Et apprendre le chinois ne leur fait pas peur. À l'oral ou à l'écrit, ces élèves de 6e commencent tout juste à apprendre une langue, pourtant réputée difficile. C'est surtout les écritures, c'est un peu difficile au début, mais après on s'y habitue. Malgré leur jeune âge, ils ont tous bien compris l'intérêt d'apprendre le chinois. Il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine et c'est un grand pays de commerce. Ça pourrait être utile pour mon avenir. Peut-être que plus tard tout le monde parlera chinois, on ne sait jamais. Ils sont très motivés pour apprendre cette langue. Certains qui m'ont dit qu'ils veulent bien que découvrir d'autres mondes. En 5 ans, l'enseignement du chinois a connu un essor sans précédent. Ils étaient 12 500 élèves à apprendre le chinois en 2005. Cette année, ils sont près de 30 000. Plus de 500 établissements le proposent. Mais face à une demande qui explose, pas toujours facile d'y répondre. Nous avons une faible proportion de professeurs titulaires, à peu près 40%. Ce qui est en soi peut-être un record, toutes disciplines confondues. Mais nous arrivons à trouver des professeurs. Notre problème est qu'il faut les former. Car ces professeurs viennent pour la plupart directement de Chine, comme Haifang, qui enseigne, elle, dans ce cours privé pour adultes. Là aussi, la demande est forte. Des cadres dirigeants pour la plupart, qui ont besoin du chinois dans leur profession. C'est parfait. Il y a très peu de Français aujourd'hui qui parlent chinois, donc c'est un vrai plus en termes de carrière. Ça devient indispensable, parce que on est très attaqué par la concurrence chinoise, comme tout le monde. Et ils devraient être de plus en plus nombreux à s'y mettre, puisque la Chine est devenue la première destination des expatriés européens. Il est 20h16 à suivre dans un instant. L'amour peut coûter cher, même très cher. Enquête sur une vaste arnaque sur Internet. À la clé, plus de 200 millions d'euros détournés. Le sport avec la route du Rhum et cap sur la Guadeloupe. Pour les leaders, c'est le sprint final. Franck Camas est toujours en tête et derrière lui, Thomas Coville et Francis Joyon. Enfin, Lynn Renaud aime la vie, la comédie, et certains l'avaient oublié. Elle aime aussi chanter, c'est son grand retour. Elle sera tout à l'heure avec nous pour nous en parler. Mais avant cela, cette surprenante affaire et un jeune homme a, vous allez le voir, réussi à tromper la vigilance des services de sécurité de l'aéroport d'Hong Kong. Il a réussi à monter à bord d'un avion en direction de Vancouver, et cela sous une fausse identité. Il faut reconnaître qu'il a utilisé les grands moyens, un masque des plus étonnants. Explication, Franck Genozo. Un vieillard à l'allure paisible qui embarque à Hong Kong. Et 12 heures plus tard, un Chinois sans une ride qui atterrit à Vancouver. Un sacré coup de jeune, digne des meilleurs films d'Hollywood. Entre-temps, seule la chemise n'a pas changé. L'histoire d'une transformation étonnante qui remet en cause sévèrement les procédures de contrôle d'Air Canada. L'illusionniste a embarqué en ne présentant que son billet et une carte de fidélité de la compagnie aérienne au nom d'un citoyen américain
aucune pièce d'identité. On va étudier en détail ce qui s'est passé. Une enquête est en cours, on attend les résultats. Une fois dans l'avion, le jeune homme s'est débarrassé de ce masque intégral, criant de vérité, au grand étonnement des passagers assis à côté de lui. Entre-temps, les hôtesses avaient prévenu la sécurité après avoir constaté que le vieillard avait des mains étrangement lisses. À son arrivée, il a donc été arrêté et réclame l'asile. Certains experts estiment sans rire qu'il aurait suffi de lui pincer le visage à l'embarquement pour déjouer ses plans. Peut-être un futur contrôle de plus à une liste déjà longue au moment de prendre l'avion. Notre enquête ce soir, je vous le disais, l'amour rend aveugle et les arnaques sur Internet savent exploiter ce filon universel. Des histoires naïves parfois et des escroqueries très rentables. Vous allez voir que des hommes et des femmes se laissent prendre au piège. Rien qu'en France, le bilan est de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les escrocs. Enquête signée Franck Genozo, Héloïse Mallet et Mathieu Niven-Gloski. Comment vas-tu? Tu me manques beaucoup. Des mots doux. Des mots d'amour auxquels elle a cru pendant plus de 6 mois. Cette commerciale de 55 ans pensait avoir trouvé l'âme sœur sur Internet. Franck, un bel Américain de son âge. 6 mois de complicité par téléphone ou par mail et la promesse de vivre ensemble. Il lâchait tout, il venait me rejoindre, refaire sa vie ici. J'étais très amoureuse. Et j'attendais avec impatience, j'avais repréparé les chambres. À la dernière minute, il lui demande de lui prêter 4 000 € pour les billets d'avion et les formalités. Elle part l'attendre à l'aéroport. Mais il ne posera jamais le pied sur le sol français. Franck n'était qu'un mirage. Derrière ce personnage se cachait en fait David, un Ghanéen de 28 ans. Elle ne reverra jamais son argent et sombre dans une profonde dépression. Franck, c'est comme s'il avait pris l'avion et qu'il était mort dans l'avion. L'avion s'est écrasé avec Franck. Et l'arnaque se révélait avec David. Le sentimental était mort avec Franck et moi j'avais un deuil à faire. Le plus souvent, ces escroqueries sentimentales sont menées depuis des pays d'Afrique de l'Ouest. Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria. L'an dernier, elles ont augmenté de 50% en France. Préjudice estimé, 230 millions d'euros. Et pour trouver de nouvelles victimes, les arnaqueurs ont un terrain de chasse favori, les sites de rencontres. Un des leaders du marché français a accepté de nous montrer comment il tente d'endiguer le phénomène. Sur cet écran apparaissent en temps réel tous les échanges sur le site, envoi de messages ou de photos, mais aussi les alertes quand un utilisateur a un comportement suspect. Voilà, donc on détecte cette anomalie, un message part au service modération, qu'on va voir maintenant, pour le traitement. Une spécialiste va alors étudier de plus près cet utilisateur. En 2 secondes, il a recopié des dizaines et des dizaines de messages. Donc ça, c'est une annonce qu'on va bloquer. Des dizaines de messages, autant d'hameçons le plus souvent accompagnés de photos trop belles pour être vraies. Tendance pose aguicheuse pour attirer les messieurs, costume cravate et port altier pour séduire les dames. Le site internet a même engagé une physionomiste. Son rôle, traquer les photos le plus souvent utilisées par les escrocs. Même si les arnaques ont très rarement lieu sur le site lui-même. Un service de rencontre, comme le nôtre, c'est un service, une grosse boîte de nuit où tout le monde se rencontre, discute, et là il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la confiance peut doucement être amenée à être faite et vous allez passer votre adresse email, vous allez passer votre numéro de téléphone, encore pire. C'est donc à l'abri des regards que va se conclure l'escroquerie. Exemple, avec un type d'arnaque très en vogue. Une jeune femme rencontrée se dénude pour vous et vous demande de faire de même devant votre webcam, en n'omettant aucun détail de votre anatomie. Le tout est enregistré puis diffusé sur des sites grand public comme YouTube, parfois avec votre nom et des adjectifs peu glorieux. Étape suivante, une demande de rançon, en général 5 000 €. Cette retraitée fait partie d'une association qui repère ces vidéos et vient en aide à la victime. Il est harcelé jusqu'à ce qu'il paye. Donc là, c'est la panique totale parce qu'ils ont conscience de s'être fait avoir. On les menace en parallèle de transmettre la vidéo sur YouTube d'une part, mais aussi à leur famille, à leurs patrons, à leurs proches. Une justicière du net qui tue le business des escrocs africains en signalant les vidéos avec les risques que cela comporte. Ça se termine en général en insultes, en menaces de mort, en menaces de vaudou et de choses très, très rigolotes, quoi. Son conseil, surtout ne jamais payer et demander au site de retirer la vidéo. Les arnaqueurs, eux, n'hésitent pas à s'afficher sur Internet car les plaintes déposées en France n'aboutissent que rarement à des condamnations en Afrique.
Le mois dernier, plusieurs centaines d'internautes ont été victimes de ce type d'arnaque. Certains ont payé jusqu'à 30 000 €. Voilà pour notre enquête. Le sport ce samedi avec tout d'abord la route du Rhum. Alors qui sera le premier à franchir la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre? Franck Camas semble le mieux placé. Derrière lui, Thomas Coville et Francis Joyon veulent toujours y croire. Grégory Naboulé. Seul, au beau milieu de cet océan qui mène au Rhum, Franck Camas a un coup d'avance. En tête chez les multicoques, il taille la route vers les Antilles sans vraiment fléchir. Au bout du suspense et de l'épuisement, il y a Pointe-à-Pitre, peut-être lundi à l'aube. Le problème de l'arrivée, c'est la situation météo qui est extrêmement compliquée. Donc on essaye de se positionner, mais ça va être tordu jusqu'au bout. D'autant qu'à cette route, un homme revient à un train d'enfer. Porté par le vent, Thomas Coville se rapproche de la tête et de la Guadeloupe. Et en guise d'avant-goût, il a déjà dans son bateau quelques douceurs locales et l'espoir aussi d'une folle remontée. Car après 6 jours de course, les trimarans se livrent une belle bataille sur l'Atlantique. Même Francis Joyon, désormais 3e, est toujours dans le coup. Chez les monocoques, Roland Jourdain mène la flotte et il a aussi perdu un adversaire. Quito de Pavon a dû jeter l'éponge, victime d'une casse sur son bateau. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu comme une explosion sur le bateau, donc je suis sorti, le bateau s'est couché sur l'eau. Et là, je me suis dit que ça sentait pas bon. Je suis un peu dans la mouise, parce que j'ai plus de quilles. Et si j'ai plus de quilles, la stabilité du bateau n'est pas terrible. Un bateau endommagé, mais un marin en bonne santé. Quito de Pavon tente ce soir de rallier l'archipel des Açores. Quelques images des championnats du monde d'escrime maintenant. Et l'équipe de France, pour le moment, ne brille pas sous la verrière du Grand Palais à Paris. Des routes au sabre, aujourd'hui, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, l'or mondial est revenu à un sabreur sud-coréen. Notre invité ce soir a réuni sur son nouvel album Johnny Hallyday, Julien Clerc, Jean-Loup Dabadi, Christophe Maé, Marc Lavoine ou encore Mylène Farmer. Mais qui pouvait donc séduire, attirer autant de talent? Eh bien c'est Line Renaud. Bonsoir Line, merci d'être avec nous. D'abord première question, vous allez bien? Très bien, et vous? Quelle belle, pas mal, pas mal. Surtout ce soir, j'aime beaucoup vous avoir avec moi sur le plateau, on va parler de tout ça. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu comme ça chanter. C'est pourtant l'origine de votre histoire. Vous avez chanté dans les cafés à Armentières, chez votre grand-mère, je crois. Et puis ensuite, le conservatoire à Lille. Et puis ensuite, il y aura Las Vegas, il y aura toute cette histoire. La chanson, c'est vous? La chanson, ça a toujours été ma vie. J'ai signé mon premier contrat d'enregistrement à 17 ans avec le Loulou Gasté au 14 de la rue Washington. D'où le titre de cet album? L'album s'appelle Rue Washington parce que franchement je crois que c'est un signe du destin et je retourne 30 ans après dans un studio d'enregistrement au 10 de la rue Washington. Mes débuts, je ne veux pas dire ma fin, puisqu'il y aura encore des premières fois. Il y aura plein de choses encore, j'en suis sûr. Mais c'est drôle de se retrouver en studio, vraiment là où j'ai débuté. Alors c'était impossible de rechanter, on va dire, depuis 95, il fallait attendre un petit peu après la disparition de Loulou Gasté? Loulou, oui, pour moi j'avais chanté d'abord avec Loulou, pour Loulou, puis j'ai arrêté, je ne voulais plus faire de musical, j'ai arrêté le musical pour aller vers cette discipline de comédienne. Enfin, il y a une jolie surprise qui va arriver, on va en parler à l'Olympia dans quelques temps. On va vous écouter, revenir sur votre histoire, mais aussi celle de ce nouvel album, un rappel et une présentation signée Marilène Bonneau, et on se retrouve tous les deux juste après. 35 ans que Line Renaud n'avait pas fait d'album. Elle revient avec 14 titres, signés Michel Delpech, Julien Clerc, Marc Lavoine ou encore Alain Chamfort. Tous lui sont restés fidèles. Il y a 35 ans, elle triomphait. Et puis recommencer. Avec sa célèbre revue, c'était au Casino de Paris. Elle rentrait des États-Unis où elle avait tenu l'affiche à Las Vegas pendant 4 ans. De Line Renaud chanteuse, personne n'a oublié. Des neiges, mon cœur amoureux, on vient pour ce chien dans la vitrine.
Des airs restés dans toutes les mémoires. Je le prends. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. Mais quelle chanson l'a vraiment fait connaître au public? Nous, on disait, c'est Ma cabane au Canada. Non, c'est pas ça. La première chanson qui a été connue du public, c'était Le Complet Gris. Il était beau le complet gris que ce jour-là il a écrit. Qui est-ce qui a écrit ça? Lui, c'est Loulou Gasté, son mari, son producteur, son mentor. Elle a 18 ans quand il lui fait signer son premier contrat. C'est à Loulou Gasté qu'elle doit sa carrière de chanteuse. Je te suis. Infatigable Lynn Renaud. Je te suivrai. Au printemps prochain, elle remontera sur scène pour chanter à l'Olympia, salle mythique où on ne l'a encore jamais vue. Alors, je sais que vous aimez toujours aller vers l'avant. Il y a de l'émotion quand vous revoyez ces images-là aussi, d'avant. Bien sûr. La photo, là, avec Loulou, j'avais 17 ans. C'est une photo, c'était la première fois que je le rencontrais au 14 de la rue Washington. Je n'aurais jamais cru que... D'abord, il serait mon Pygmalion. C'était une idole de mon enfance. Et ensuite, qui serait pendant toute une vie mon mari. Voilà. Alors, vous savez, dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui vous aiment et ils vont se faire de beaux cadeaux parce qu'il y a Jean-Loup Dabadi, on l'a dit, Marc Lavoine. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à cet album. Beaucoup. J'avais pris... Je voudrais en oublier. Aucun. Alors, sur le texte de Jean-Loup Dabadi... Julien Clerc. Oui, c'est Julien Clerc. Et Julien a voulu se mettre au piano. Et même, il murmure un peu dans la chanson derrière. Vous avez les textes de Monsieur de Carolis, avec Cochiante. Vous avez Jean Fauque, qui a beaucoup écrit pour Bachung. Vous avez Adamo. Marc Lavoine, qui m'a écrit une chanson magnifique aussi, qui s'appelle Je t'ai suivi, je te suivrai. Comment vous expliquer Grand Corps Malade, vraiment une chose... Deux duos avec Johnny Hallyday. Un duo avec Johnny, parce qu'une évidence. C'est symbolique. C'est symbolique. Alors je veux dire, c'est 50 ans après. Johnny avait 17 ans. Et dans une émission d'Aimé Mortimer qui s'appelait L'école des vedettes, il est devenu mon filleul. Et chanter avec lui, 50 ans après, c'est symbolique. Et c'est une chanson de Michel Mallory qui s'appelle Un monde merveilleux. Et un duo également avec Mylène Farmer, que je sais que vous aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Mylène. Elle me le rend bien. C'est venu comme ça, comment vous expliquer? C'est pour ça que je crois que c'est le destin qui m'a fait retourner à la chanson. Au cours d'un dîner avec Mylène, après l'avoir vue au Stade de France, elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? On en parle. Puis voilà, elle me dit, je vais t'écrire une chanson. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes jamais blasé de toutes ces choses-là, au contraire, toujours en avant. Mais blasé, m'attendez, mais tout reste à faire. D'ailleurs, le Grand Corps Malade le dit dans son texte. Il y a aussi une chanson qui dit « J'en veux encore ». J'en veux encore. J'en veux encore des matins de soleil, des jours de pluie, des nuits sans soleil. Et une autre « Happy birthday, la vie ». Merci beaucoup Lynn Renaud d'être venue sur ce plateau. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et à très bientôt. À l'Olympia, dans combien de temps? Au printemps? Oui. 2 concerts. 24 et 25 mai. Et on ira tous vous voir. Et ça sera une première fois. Une première fois à l'Olympia. Je n'ai jamais chanté à l'Olympia. Une jolie première. Rue Washington, c'est le titre de ce nouvel album à savourer sans modération. Vous restez avec nous avant que je vous embrasse. Quelques rappels et un rappel important. Je vous rappelle que nos 2 confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont toujours retenus en otage en Afghanistan. Et cela fait maintenant 312 jours. Nous ne les oublions pas. Et puis je vous rappelle, l'une des informations de ce samedi, c'est l'essoufflement de la mobilisation contre la réforme des retraites, des chiffres en baisse et des dissensions apparentes entre les différentes organisations syndicales sur la suite à donner au mouvement. Jean-Claude Mailly pour FO évoque un gâchis. Bernard Thibault pour la CGT souhaite lui poursuivre la mobilisation. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h35, le plus grand cabaret du monde avec l'ami Patrick Sébastien. Je vous retrouve demain pour le journal de 13h. Les invités de 13h15 le dimanche seront Bernard Tapie et Michel Drucker. À 20h, c'est Catherine Deneuve qui sera avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Voilà.
L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.